Autour de cela, il y a quand même que l'État reste, du moins encore dans son portefeuille, un certain nombre d'entreprises. On peut citer quelques-unes, comme Mercos, ou les Cotons, comme Suco, l'ex-Lucam, ou du moins la SNI, où l'État investit de temps en temps de l'argent et en espère également. Peut-on craindre que l'État s'en débarrasse définitivement, ou alors l'État a-t-il toujours raison d'y apporter un soutien vraiment important, comme par exemple le cas de la Camerco? Bon, je vais faire le lien entre donc, le FMI, le pétrole et les entreprises publiques. Et je remonte, si vous permettez, à 1981. En 1981, le président de la République, il maintenait encore une politique de compte hors budget. Donc le pétrole était hors budget. Et le compte hors budget, c'était déjà 3 fois le volume du budget ordinaire de l'État. Donc il s'est alarmé et il a demandé à des banques internationales un conseil financier. Donc c'était Lazare Frères, American Express, Shearson et Lehman Brothers. De nous donner un conseil. Ils sont venus. Et moi, j'étais à l'époque à la SNI, on a discuté, ils ont rencontré les autres responsables, et on a sorti un petit livre. Comment utiliser vos ressources pétrolières. Le premier paragraphe disait que il faut faire attention à la volatilité des prix du pétrole. La volatilité des prix du pétrole. Et avoir donc une politique financière prudente. Donc, qu'est-ce qu'on vous recommande? Quand vous avez les surplus, vous envoyez une partie dans le budget de fonctionnement et le budget d'investissement ordinaire, mais il ne faut pas dépasser plus de 25%, parce que si vous dépassez plus de 25%, ça va attiser l'inflation domestique. Deuxième possibilité, vous pouvez maintenant désengager toutes les entreprises publiques de leur dette extérieure. Parce que précisément, presque toutes les entreprises publiques portaient la dette extérieure. La SONEL venait de s'endetter pour construire les barrages de Sololou. La Camer venait de s'endetter pour acheter le Boeing 747. La Capsuco était sous le poids d'un gros crédit fournisseur qui absorbait les 3/4 des recettes. La Capsuco. Plusieurs entreprises. Donc, ils recommandaient donc de racheter la totalité de la dette des entreprises publiques. Pour leur permettre de respirer. Pour leur permettre de respirer. Exactement. Donc, c'était les deux mesures phares. Et la troisième mesure phare, c'était donc maintenant de spéculer entre le franc français et le dollar, de telle sorte que quand l'un monte, on ne perde pas la valeur et vice-versa. Bon, est-ce que ces 3 recommandations ont été suivies? Difficilement, puisque maintenant, on a injecté les 80% de l'argent du pétrole dans le budget, et arrivé là-bas, ça s'est transformé en quoi? En consommation. Oui. Consommation, train de vie de l'État, et ainsi de suite. Est-ce qu'on a remboursé les dettes des entreprises publiques? Non. Puisque vous avez donc à cette époque, celui qui avait une dette extérieure importante, la Capsuco qui avait une dette extérieure importante, la tannerie de Gaudéré qui avait, la Camer qui avait une dette importante, et toutes ces entreprises ont été mises en difficulté financière à cause de leur dette extérieure. Mais sur le plan industriel, ces entreprises n'avaient aucun problème. Si oui, ces problèmes-là pouvaient être résolus. La preuve, c'est que Capsuco, qu'on a fermé, est toujours aujourd'hui. Oui, l'État a fermé parce qu'il ne comprenait pas qu'elle est étranglée, que cette entreprise est étranglée par la dette. Bon, après 2 ou 3 ans de fermeture, la Somdia, qui est propriétaire de la Sosucam à côté, a racheté Capsuco. Et Capsuco, laissez-moi vous dire, produit plus de sucre que la Sosucam. Capsuco fait 80 000 tonnes de sucre, et Sosucam a fait 50 000. À peu près dans ces proportions-là. Donc, il y a donc la stratégie financière et la viabilité à long terme de nos entreprises publiques. Ça devait être synchronisé, n'est-ce pas, et ça n'a pas été fait. Là également, vous préconisez? Maintenant, ceux qui ont été fermés, comme celui qui avait été fermé définitivement, et c'est vraiment regrettable parce que celui qui avait été entré en difficulté à cause de la dette. Hein? Absolument. Oui, parce que quand le gouvernement signe des contrats pour construire celui en 74-75, le prix de la pâte à papier à $600. C'était une phase où tous les prix des matières premières explosaient. Le prix du pétrole venait d'être multiplié par 10 à la suite de la guerre d'octobre 73.
toutes les matières premières avaient explosé, y compris la pâte à papier. Maintenant, quand celui qui entre en production, quelques années plus tard, le prix de la pâte à papier est de $280. $280. Donc ces recettes-là ne suffisaient même pas pour payer. Faire tourner l'entreprise. Oui. Donc, maintenant, lorsque j'arrive là-bas à celui en 1983, première chose, je me renseigne auprès des professionnels de l'industrie en Europe, en Amérique du Nord, au Canada, et c'est là que je découvre que la pâte à papier est aussi un marché spéculatif. Il y a des périodes de hausse des prix et des périodes de prix qui sont bas. Et puis donc, j'utilise, n'est-ce pas, mes outils de prévision et j'en conclus que les prix de la pâte à papier avaient chuté en 1981-82, mais qu'à partir de 83-84, il y aura une nouvelle hausse. Et je refais donc le cash flow provisionnel de la Senucam sur la base, par exemple, d'un prix de $400 en 84, de $500 en 86, et le cash flow provisionnel était positif. Et c'est là donc que nous allons au conseil d'administration, la direction générale, le DG et moi, nous demandons au gouvernement, mais supporter, prenez la dette antérieure de l'entreprise en charge, comme ça va nous laisser les mains libres pour faire l'industrie. Prenez la dette en charge pour 2 ou 3 ans, ça nous laisse les mains libres pour faire l'industrie, payer les salaires, payer les pièces de rechange, payer les produits chimiques et vendre, ce sera positif. Le gouvernement a refusé. 1 an plus tard, les repreneurs sont venus. Le prix de la pâte à papier avait déjà augmenté. J'ai réactualisé l'étude. En 85, la Mobile, ExxonMobil vient, dit que bon, nous, on veut racheter la Senucam. On veut racheter. Ils ont encore refusé. On peut se demander pourquoi. Or, à ce temps, en 85, le prix de la pâte à papier était déjà à $600, comme j'avais prévu dans les calculs. Et voilà comment une entreprise qui était viable sur le plan industriel. Et également, échec de politique économique. Mauvaise? Oui, oui. Manque de capacité de comprendre. De comprendre que une entreprise, quand elle démarre, il faut d'abord qu'elle monte en puissance. C'est-à-dire qu'elle tourne à 30% de sa capacité, 50% de la capacité, 60% de la capacité, 80% de la capacité. C'est ça qu'on appelle monter en puissance. Et deuxièmement, relier ça maintenant avec des facteurs économiques. C'est-à-dire quel est le prix de vente. Surtout donc, une entreprise qui est dans un marché spéculatif comme ça. Et je vous rappelle que à l'UQAM aussi, c'est un marché spéculatif. Et à l'UQAM, elle vit depuis 70 ans. Et il y a eu des périodes de hausse, des périodes de baisse. Et l'entreprise tient toujours debout. Et l'entreprise est toujours là. Parce qu'ils ont appris donc, à gérer donc, les cycles. Actuellement, le prix de l'aluminium vendu par l'UQAM, c'est 40% inférieur à ce que c'était il y a 3-4 ans. Je vous assure. Pendant que j'étais à la SNI, j'étais membre du conseil d'administration de l'UQAM. Et nous avons eu à faire face à des périodes comme ça où les prix chutaient. Et il fallait donc maintenant soutenir l'entreprise pour attendre des meilleurs jours. Et puis quand les bons jours reviennent, n'est-ce pas, on prend les bénéfices, on rembourse les comptes courants actionnaires. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Après, ça ne se fait plus. Dès que l'entreprise a la première difficulté, elle est coulée, elle est fermée. C'est vraiment dommage. Et pour l'existant, peut-on rester confiant? Cameco, Sodecoton? Sodecoton, presque toutes nos entreprises, en fait, sont dans des marchés spéculatifs. Le coton. Et c'est vraiment dommage. L'année passée, quand il y avait une crise managériale à Sodecoton, vous voyez des économistes camerounais qui viennent expliquer que Sodecoton a difficulté parce que la Chine a fait baisser le prix du coton. Sur le marché mondial. Parce que la Chine est le plus grand consommateur, alors elle a fait baisser le prix du coton. Mais c'est vraiment dommage. Ça veut dire que même les gens qui viennent intervenir à la télé, là, il faut qu'ils se documentent. La Chine est le 2e producteur mondial de coton. Est-ce que la Chine a intérêt à ce que le prix du coton baisse? Il est le 2e producteur. Le premier producteur étant les États-Unis, je vous assure. Vous comprenez? Mais vous avez des économistes africains, ils viennent dire que nous sommes condamnés à produire les matières premières et les Occidentaux manipulent les prix de nos matières premières pour que l'Afrique reste toujours pauvre. Mais les mêmes pays là produisent ces mêmes matières premières. Les États-Unis produisent le pétrole autant que le Cameroun.
produire le coton. Le Brésil, qui est un pays tropical, produit des avions à réaction. Hein? D'accord? Mais plus grand exportateur de café. Donc 40 fois la production de café du Cameroun. Hein? Peut-être 4e exportateur mondial de cacao. Le Cameroun est, je ne sais pas, 8e ou 2e. Hein? Donc, le fait de produire des matières premières, ce n'est pas ce fait, ce statut, ce n'est pas un statut. Nous, on en a fait un statut pour se victimiser et dire que c'est à cause de la spéculation, c'est à cause des Occidentaux que l'Afrique ne se développe pas. Nous nous victimisons. Alors que ces mêmes Occidentaux produisent ces mêmes matières premières. La Malaisie, tout le monde le sait, la Malaisie a pris les plants de palmier ici en 62. Aujourd'hui, le Cameroun fait 500 000 tonnes d'huile de palme difficilement. 1 demi-million de tonnes. La Malaisie fait 13 millions de tonnes d'huile de palme. Et en même temps, la Malaisie organise le concours de Formule 1 et la course automobile, qui est le summum de l'industrie, parce que là, vous avez la mécanique, l'électronique, l'électricité et tout ça. La Malaisie produit des pneus, des véhicules même. Mais ça n'empêche pas que la Malaisie a ravi le leadership, n'est-ce pas, du marché de l'huile de palme. Mais nous, au lieu que nous apprenions à lire les marchés internationaux, interpréter les périodes de hausse, les périodes de baisse, ajuster nos politiques financières en conséquence, non, on préfère se victimiser. On ne peut pas progresser comme ça. Et vous avez des gens qui viennent à la télé camerounaise emboîter le pas et répéter dans les mêmes litanies. Nous produisons ce que nous ne consommons pas, et nous consommons ce que nous ne produisons. Tout ça, ça n'a pas de sens. Nous produisons ce que nous ne consommons pas. Et nous consommons ce que nous ne produisons pas. C'est ça qu'on appelle être économiste. Ce sont des activistes. Je rappelle mais ils vous découragent. Je rappelle que là, vous citez un morceau choisi du chef de l'État. Hein. Ah, il avait dit ça aussi. Dans le discours, hein, je crois au lendemain de 2010. Ah, non. Rappelant effectivement les Camerounais à consommer local. Mais non, là, quand même. Bon, la Malaisie produit 13 millions d'huile de palme. Elle consomme tous ces 13 millions de tonnes. La Malaisie,